essayer de parler sans micro et si vous m'entendez bien, ça vous va mieux comme ça? Moi aussi. Donc d'abord, je voudrais remercier Yannick et Roselyne donc, de leur invitation, puisque je suis nouvelle dans la région. Avec mon mari Daniel, on enseigne le Qigong, donc. Et parallèlement à ça, comme vous l'a dit Yannick, j'ai eu l'opportunité, la grande chance de vivre à 20 ans une expérience dans les camps de réfugiés cambodgiens. Et pour moi, ça a été un tournant dans ma vie. Parce que j'ai vécu ce qu'on appelle une ouverture de cœur. Alors maintenant c'est un mot qui est, enfin une expression qui est un petit peu banalisée, mais à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, 33 ans même, comme ça vous pouvez calculer mon âge. À 20 ans, j'ai vécu vraiment cette expansion au niveau du chakra du cœur, parce que je suis littéralement tombée amoureuse du peuple cambodgien. Bon, c'est pas difficile de tomber amoureux d'eux, ils ont le sourire jusque-là, ils sont toujours accueillants, bienveillants, bien qu'ils aient aussi eu leur part d'ombre avec le régime de Pol Pot. En tout cas, moi je me suis retrouvée à 20 ans derrière des barbelés dans des camps de réfugiés, avec un peuple qui revenait à la vie, puisqu'après les années de Pol Pot, donc de 75 à 79, ils ont vraiment vécu un génocide qui est, je pense, unique dans l'histoire de l'humanité. Je crois que l'humanité en ait vécu d'autres, mais ce qui est unique chez eux, c'est qu'ils se sont auto-détruits et ils ont beaucoup subi aussi la délation. Et donc ces gens, lorsqu'ils sont arrivés dans les camps de réfugiés en Thaïlande, ils ont recommencé à croire dans la liberté, croire dans l'amour, croire. Les femmes sont à nouveau tombées enceintes alors qu'elles étaient en aménorrhée depuis des années. Donc en même temps, au bout de 9 mois dans le camp, on voyait des bébés partout. Et c'est vrai que je dis souvent que c'est eux qui m'ont appris la vraie liberté, parce qu'ils étaient derrière des barbelés et malgré ces conditions de rétention, vraiment, ils étaient joyeux, ils respiraient le bonheur parce qu'ils avaient échappé au régime de Pol Pot. Toute leur famille avait été décimée, la moitié de la population cambodgienne avait été décimée. Et donc vraiment, ils m'ont appris cette liberté intérieure. Hein, puisqu'ils étaient prisonniers derrière des barbelés, malgré tout, ils avaient cette liberté intérieure. Donc je dirais que dans mon parcours personnel, puisque c'est important quand même que vous sachiez qui vous venez écouter, j'ai eu cette grande chance, oui, de sentir ce que c'est que vraiment l'amour sans condition pour des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui sont tous devenus pour moi comme des frères, des sœurs, des parents. J'ai retrouvé une famille. Alors après, on peut supposer que c'était une vie antérieure au cours de laquelle je les avais connus, puisque j'ai appris à parler cambodgien en 6 mois. C'était vraiment comme si je retrouvais des connaissances, comme si je retrouvais ma famille, vraiment. Enfin, voilà, tout ça pour dire que mon parcours personnel m'a par la suite mené de différents endroits à différents endroits, de différents enseignements à différents enseignements, de différents maîtres spirituels à différents maîtres spirituels. Et l'axe directeur, c'était toujours cet amour du cœur. Alors maintenant, le sujet de cette conférence, c'est de Mars à Vénus, le principe féminin au service de notre éclosion personnelle. Alors on va déjà parler de Mars et de Vénus, si vous voulez bien. Pour vous, qu'est-ce qui représente Mars et qu'est-ce qui représente Vénus? Alors j'ai mis la photo de ces deux, ce sont des dieux bien sûr, hein, des dieux romains. Pour les Grecs, Vénus c'était Aphrodite, hein, et Mars c'était Arès. Mais pour les Romains, Mars et Vénus c'est dans notre culture, puisque Mars fait même partie de notre calendrier, on va voir pourquoi et comment. Dans notre culture, Mars déjà, qu'est-ce qu'il symbolise au niveau de l'archétype? La guerre, voilà, la guerre, le guerrier, mais aussi le courage, la volonté, la détermination. Hein, la guerre, c'est l'aspect, on va dire, négatif. Toute énergie a deux polarités, hein, un aspect négatif, un aspect positif. Et Vénus, l'amour, la douceur, mais aussi la beauté, l'accueil, la paix, vous l'avez dit, la paix, hein, la paix, la guerre, la beauté. Bon, il était beau aussi Mars,
Et savez-vous que Vénus était mariée à Vulcain? Donc là on rentre un petit peu dans la mythologie. Elle était mariée à Vulcain qui est le dieu du feu, le dieu des forgerons. Et il se trouve qu'elle est tombée amoureuse de Mars, qui n'était autre que le frère de Vulcain. Et elle a trompé Vulcain avec Mars. Vous le saviez ça? Non. Voilà, vous avez au moins appris quelque chose. Elle a été donc dans l'histoire de notre culture, puisqu'on remonte bien à une culture romaine, elle a été la première grande femme adultère. C'était une déesse adultère. Et qu'est-ce que Mars vous évoque d'autre que ce dieu de la guerre? Mars, la planète. Le fer. Alors, regardez bien, donc, Vénus et Mars. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés... voilà. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? La couleur. La couleur, hein, la forme, l'harmonie, le rouge, avec, on dirait presque, m'a fait remarquer Daniel, quand je lui ai montré la photo, il m'a dit on dirait presque un œuf qui commence à être fécondé avec le sang. Hein, et là, on dirait un œuf tout neuf, prêt à éclore. Donc, comment est-ce que nos anciens, nos ancêtres, même on peut dire romains, ont associé leur dieu aux planètes? Comment ils ont fait? Par analogie, tout simplement. Au niveau énergétique, bon, l'astrologie, pour ceux qui s'y connaissent, est bien antérieure aux Romains. Hein, les Babyloniens, les Sumériens, les Assyriens, les Arabes, etc. Donc, l'astrologie a été basée sur l'astronomie, sur l'observation hein, des planètes, des étoiles, du ciel, des systèmes, etc. Donc, en observant le ciel, les énergies planétaires, ils ont donné à leurs dieux des noms qui correspondaient aux planètes par analogie énergétique. Ils sentaient que Vénus apportait plutôt cette douceur au niveau énergétique, ils sentaient que Mars apportait plutôt cette énergie yang, puisqu'on va rentrer aussi dans toutes les cultures du monde entier, ont dissocié les énergies en deux polarités, le yin et le yang. Hein. Donc, la déesse Vénus, c'est l'archétype de l'énergie yin, la douceur, la paix, la sérénité, l'accueil, l'esthétisme, la beauté. Et Mars, c'est l'archétype de l'énergie yang, avec le fait d'agir, d'aller vers, d'être dans l'agressivité, l'irritabilité lorsque c'est en excès, et le courage, la combativité lorsque c'est équilibré. Parce que là aussi, il faut voir qu'il y a tout un éventail hein, d'attitudes, de comportements avec la même énergie. Puisque l'énergie, elle va vibrer sur différents taux. Donc, Mars et Vénus, ces deux archétypes, dans notre culture à nous, sous-tendent ces deux notions du yin et du yang. D'accord ? Maintenant, pourquoi il y a Mars, dans notre quotidien, dans notre vocabulaire, on l'utilise aussi pour nommer quelque chose qu'on nomme fréquemment au mois de mars. Mars, c'est aussi le mois de mars. Alors, pourquoi est-ce qu'on a associé le dieu de la guerre au mois de mars? Vous savez? Oui, parce qu'au Moyen-Âge, on reprenait les activités guerrières au mois de mars, parce qu'il y avait Après plus de l'hiver, neige. tout à fait. Même avant le Moyen-Âge, hein, ça date de l'époque romaine. C'était au mois de mars qu'on allait faire la guerre, tout simplement. Pardon? Les énergies, l'énergie de l'homme au printemps, c'est le printemps, donc on a envie de... La femme aussi, elle a envie. Hein, y a Enfin, pas... l'énergie de l'homme, Mais on a plutôt envie de se faire un ménage de printemps que de partir à la guerre. Donc on va voir un petit peu comment tout ça s'est mis en place dans l'histoire. Pourquoi dans l'histoire? Parce que Mars, vous pouvez l'associer à quel élément? Le feu. Au mois de mars, on rentre dans quel signe, pour ceux qui s'y connaissent? Le bélier. C'est un signe de feu. Bien. Et pourtant, on sort d'une ère qu'on appelle l'ère des poissons, qui est
associé à l'élément I. Alors, je vous ai parlé du fait que Vénus a trompé Vulcain avec Mars, donc la première déesse adultère. Et qu'est-ce que nous a enseigné Jésus-Christ il y a 2000 ans? Il nous a enseigné « aimez-vous les uns les autres ». Et malgré cela, l'ère du christianisme, qui correspond à l'ère du poisson, et à l'élément eau, a scotché sur la femme une image, donc soit vierge, soit adultère. D'accord? Il n'y avait pas de juste milieu. Hein. Aimez-vous les uns les autres, c'est bien beau, pourtant il y a quand même des hommes qui ont battu leurs femmes, des cultures dans lesquelles les femmes sont encore voilées. Je veux dire, l'égalité homme-femme pendant toute l'ère chrétienne, c'était pas possible. Donc on va parler maintenant de l'ère des poissons, qui est cette ère qui a commencé donc avec l'apogée du christianisme, avec l'arrivée du Christ. Et vous savez pourquoi c'était l'ère des poissons et pourquoi on a associé le christianisme à l'ère des poissons? Non? C'est le baptême de l'eau. Le baptême de l'eau, oui, et le fait aussi que les chrétiens se signaient du signe du poisson. Ils se reconnaissaient entre eux. Dans certaines catacombes, on voit des poissons dessinés sur les murs. Ils se reconnaissaient entre eux comme ça. Pourquoi? J'ai Christus et Ictus. Exactement, on peut faire un anagramme entre Ictus et Christus, qui sont donc ce signe de reconnaissance. Et pourquoi il y a cet anagramme? Il y a une raison derrière tout cela. Jésus serait né au mois de mars, qui à l'époque était le premier mois de l'année. Décembre, pour nous c'est le 12e mois, et janvier le premier mois. Mais décembre, quelle est l'origine étymologique de décembre? C'est le 10e mois. Décembre 10e mois, janvier 11e mois, février 12e mois, mars c'était le premier mois de l'année. Hein? Et déjà, le christianisme, le clergé, avec le concile de Nicée, etc., a commencé à reformuler, on va dire, pour ne pas dire autre chose, à reformuler la réalité en faisant naître Jésus au mois de décembre. Ça devait les arranger pour une raison ou pour une autre. Oui, parce que c'est une grande fête. Parce que c'était, voilà, Mitra, il y avait une analogie avec les dieux chrétiens qui arrangeaient à ce moment-là. Donc l'ère du christianisme correspond à cette énergie de l'eau, hein, dans laquelle nous avons été depuis 2000 ans. Cette énergie de l'eau qui... Donc si vous connaissez un petit peu le zodiaque, hein, nous passons de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Vous savez depuis quand? C'est 70 à peu près depuis les années 70. C'est impossible de savoir exactement à quel moment on passe d'une ère à une autre ère. Pourquoi? Parce que les constellations dans le ciel n'ont pas de délimitation physique. Hein. Comment on a déterminé les constellations? Les anciens regardaient le ciel pour comprendre le sens de l'existence. On a toujours levé les yeux au ciel. Et ils voyaient des amalgames, des amas d'étoiles qui s'appellent des constellations, sur lesquelles ils ont dessiné des figures zoomorphiques, hein, puisque le zodiaque, ça vient de zoo, d'animal, hein, donc il y a ces 12 figures zoomorphiques. Mais c'est impossible, vu l'immensité du ciel, de savoir à quel moment précisément on va passer d'une ère à l'autre. Vous savez que la grande année, qui a été définie par Platon, de 25 800 ans, représente 12 ères d'environ 2160 ans. Mais on ne peut pas dire précisément, aucun astronome ni aucun astrologue ne peut dire précisément à quel moment on rentre. Et c'est une transition qui dure à peu près une trentaine d'années. Et depuis les années 70, on est passé à l'ère du Verseau. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70? La Révolution. Oui, 68, la Révolution. Et qu'est-ce qui a été justement caractéristique de cette Révolution? C'est précisément le mouvement de libération de la femme. Hein? Et ce mouvement de libération de la femme nous dit quoi? Nous dit que notre humanité, nos grandes religions,
les grands mouvements de l'humanité sont régis par ces influences cosmiques. D'accord? Ère du poisson. Le poisson, c'est quoi? Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, le poisson, c'est le mysticisme, c'est l'émotion, c'est souffrir avec la compassion, c'est ce que nous a transmis le Christ. La compassion, l'amour de l'autre, être dans l'altruisme, hein, sentir la souffrance de l'autre, c'est ça la compassion, souffrir avec, et être donc dans une espèce d'universalité. Hein. Et lorsque la femme, qui depuis 2000 ans avait cette image soit vierge, soit adultère, s'est réveillée, c'est précisément à ce moment-là qu'on a commencé à changer de signe au niveau des constellations, à passer à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'élément air. C'est donc les nouvelles idées, c'est les nouveaux comportements, c'est les innovations, c'est le cerveau droit aussi. Alors on va parler du cerveau droit et du cerveau gauche. Justement, Mars, c'est une énergie yang, rationnelle. Hein, notre cerveau gauche, c'est la partie yang de notre mode de fonctionnement. Le cerveau droit, c'est la partie yin de notre mode de fonctionnement. Vous savez peut-être que le cerveau droit gère la partie gauche du corps, le cerveau gauche gère la partie droite du corps. Vous ne le savez peut-être pas. Maintenant, vous le savez. Hein, ça se croise. Donc notre cerveau gauche, rationnel, cartésien, yang, qui analyse, qui juge avant d'agir. Et le cerveau droit, c'est tout le contraire. C'est ne surtout pas juger, ne surtout pas analyser, ne surtout pas mettre les choses dans leur case, mais plutôt les voir de manière globale, holistique, sentir les choses, intuiter. Hein, il y a le raisonnement d'un côté et l'intuition de l'autre. Et depuis environ les années 70, ça fait quoi? Ça fait maintenant 40 ans, ça fait 42 ans même. 45 si on parle de 68, donc on est rentré dans un autre mode de perception, dans une autre approche du réel, de l'existence, de la vie. Alors tout ça pour vous expliquer que l'humanité a suivi inconsciemment, parce que à l'ère des Babyloniens, on leur a pas dit, ah là vous êtes dans le feu, parce que avant le poisson, il y avait le bélier, et le bélier c'est le feu. Et 2000 ans avant Jésus-Christ, on était à quelle époque? Les Égyptiens, qui divinisaient le soleil, le feu. Ils avaient même un dieu à tête de bélier, les Égyptiens. Hein, et dans d'autres civilisations, c'était les Mayas, les Incas, ils divinisaient aussi le dieu soleil, hein, Inti, le dieu soleil. Donc, inconsciemment, l'humanité a toujours subi ces influences cosmiques des constellations qu'on appelle des ères de 2160 ans. Et 12 ères de 2160 ans, ça donne une grande année. Hein, Platon dans le Timée parlait de la grande année déjà, qui dure 25 800 ans, qu'on retrouve chez les Mayas aussi, avec des grandes années de 26 000 ans. Les Mayas d'un côté, la grande année de 26 000 ans, Platon et notre culture judéo-chrétienne de notre côté, pareil, 25 800 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'on essaye de faire, de toute façon, on est en syntonie, en harmonie, en connexion avec ces énergies cosmiques. Alors ça, c'était pour le cosmos. D'accord? Maintenant, on va voir dans notre corps, qu'est-ce que ça donne. Vous connaissez le système solaire avec ses... comment on dit, l'emplacement de chaque planète dans le système solaire par rapport au Soleil. Vous savez, situé Mercure, Jupiter, les orbites, si on veut, oui. C'est-à-dire que tout tourne autour du Soleil. Mais si on le met sur une ligne horizontale, on place chaque planète en partant du Soleil. Alors, on va le faire ensemble. Est-ce que tout le monde voit si je fais ça? Là? Je pense pas que ça tienne, mais je peux faire tenir comme ça. Si, ça tient. Alors, on va placer le Soleil ici. Symboliquement, le Soleil, il s'écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a tout de suite après le Soleil? Mercure. Mercure. Ah, il y a des connaisseurs.
Donc Mercure, ça s'écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a après Mercure? Vénus. Qui s'écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a après Vénus? La Terre. Qui s'écrit comme ça. Ensuite, Mars. Après, Jupiter. Et après, Saturne. Après, on a découvert Pluton, Neptune et Uranus, mais plus tard. Pour l'instant, c'est ce que connaissaient les anciens, et en particulier en Inde. Les Indes étaient très férus d'astronomie, mais ils travaillaient en astronomie sidérale, et pas en astronomie tropique. La différence entre l'astronomie sidérale et l'astronomie tropique, c'est que justement l'astronomie sidérale prend en considération le mouvement du système solaire par rapport aux constellations, alors que l'astronomie tropique va simplement regarder le signe dans lequel rentre le soleil au moment de la naissance. D'accord ? Est-ce que vous savez à quel rythme et de quelle manière se déplacent les photons en partant du soleil en allant vers les planètes du système solaire? C'est-à-dire que les photons partent du soleil, ils vont frapper une planète et revenir au soleil, frapper une autre planète et revenir au soleil. Hein? Les photons solaires voyagent à une certaine vitesse, la vitesse de la lumière, et vont trouver un obstacle, réfléchir cet obstacle, revenir au soleil et repartir à un autre endroit. Vous savez ou pas? Non. Je crois que Soleil, On n'a Terre, pas placé c'est 7 la secondes. Lune, il faut qu'on... Pardon? Soleil, Terre, c'est 7 secondes, il me semble. Oui, c'est ça. On n'a pas placé la Lune qui se trouve être le satellite de la Terre. D'accord? La Lune, vous la reconnaissez. Le Soleil, c'est quel jour dans notre... dimanche. Dans toutes les langues, quelles qu'elles soient, même en cambodgien, même en thaïlandais, même en birman, c'est les langues asiatiques que je parle, le soleil, c'est le jour, dimanche, c'est le jour du soleil. Donc on part du dimanche pour aller au lundi à la lune. On revient au soleil. Mardi, on va à Mars. On revient au soleil. Mercredi, on va à Mercure. On revient au soleil. Jeudi, on va à Jupiter. On revient au soleil. Vendredi, on va à Vénus. On revient au soleil. Et samedi, on va à Saturne. On revient au soleil. C'est dommage, c'est pas très... Je vais faire en rouge. Dimanche, lundi, mardi. C'est dommage qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Hein. Mercredi, jeudi, vendredi. Et mon pauvre samedi, il est toujours en fin de feutre. Samedi. Alors pourquoi je vous montre ça? Vous allez comprendre. Je vous ai parlé des Mayas et de leur conception du temps. Pas très pratique avec les bohémides. Voilà, excusez-moi, là c'est Vénus. Ok. Alors, où est-ce que c'est cette histoire? Compliqué, hein, tout ça. Attends, j'avais ouvert tout à l'heure. Ok. Pour les Mayas, une grande année dure 26 000 ans. Et voilà comment les Mayas conçoivent le temps. Une quine d'un jour, une année de 260 jours, des cycles de 260 ans et la grande année qui dure 26 000 ans, qu'il a, hein, avec le papillon au milieu. C'est-à-dire qu'il y a 5000 ans, à l'ère du feu, l'ère du bélier, les Mayas, qui n'avaient aucun instrument d'observation astronomique, avaient intuitivement compris comment fonctionnait le temps. Le temps et la lumière, c'est la même chose. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que c'est le temps? Le temps, c'est... Il n'est pas d'accord. Le temps, c'est le temps qu'il nous faut pour aller d'un endroit à un autre. Si on regarde, si on se déplace à la vitesse proche de la lumière et qu'on s'éloigne de la Terre, et qu'on regarde dans un télescope géant vers la Terre, qu'est-ce qu'on verra?
puisque Que monsieur... ça ne bouge pas. On verra la préhistoire. On verra la On va se préhistoire. déplacer plus vite que la vitesse de la Si on se lumière, déplace à ce plus moment-là. vite que la vitesse de la lumière, Ah et oui, qu'on plus jette vite que un la vitesse regard, de la lumière. voilà. Si on se déplace à la vitesse de la lumière et qu'on continue à C'est regarder la statique. planète, ça veut dire que la planète est figée dans le temps. Voilà. Et si on se déplace à une vitesse légèrement supérieure à celle de la lumière, qu'on regarde dans un télescope géant, on verra la préhistoire. C'est Hubert Reeves qui le dit, donc je pense qu'un astrophysicien de sa renommée doit savoir de quoi il parle. Ça veut dire que le temps, et Einstein l'a dit aussi, est relatif, tout le monde le sait. Hein, il est fonction justement de la vitesse de la lumière et de l'illusion qu'on a, nous, d'être à un endroit précis à un moment donné. Vous savez à quelle vitesse se déplace la Terre, à quelle vitesse se déplace le système solaire dans la galaxie. On se déplace à plus de 100 000 km/seconde. Et on a l'impression de ne pas bouger. Hein, on est dans une illusion d'optique totale. Donc, ce qu'ils ont intuité, eux, il y a 5000 ans, à l'époque de l'ère du Bélier, est aujourd'hui prouvé scientifiquement. Et maintenant, si on fait ça, on va partir en Inde, hein, puisqu'on a été chez les Mayas, on va maintenant aller en Inde. Les Indiens ont établi un système très précis. Je veux bien que quelqu'un éteigne, je ne sais pas si tu peux, Sylvie, parce que je l'ai dans l'œil. Établi un système très précis au niveau des chakras. Vous savez ce que sont les chakras ou pas? Oui. Oui, hein, ce sont des roues d'énergie situées sur une ligne médiane antérieure de notre corps. Donc qui va du 1er au 7e chakra. Ils ont associé au premier chakra la planète Saturne. Ils ont associé au 2e chakra Jupiter, Mars au 3e, Vénus au 4e, Mercure au 5e, la Lune au 6e et le Soleil au 7e. Hein? Le Soleil étant notre connexion avec ce qui, dans notre système solaire, est le plus élevé au niveau de la fréquence vibratoire. Eh bien, c'est exactement la place, le positionnement des planètes dans notre système solaire. Ça vous fait rire, hein? Je sais pas, sourire en tout cas. Et qu'est-ce que vous remarquez là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous remarquez ou pas? Non, mais si je dis des bêtises, arrêtez-moi. Hein, moi, je suis tout à fait prête à dialoguer. Hein, je vois que monsieur a un sourire jusque-là. Vous pouvez tout à fait m'interrompre et dire ce que vous pensez. Non, non, je parle de vous. Donc, donc Saturne est associé au premier chakra. C'est le niveau de notre être le plus matériel. Hein, vous savez qu'on est un être de chair, mais que cette chair, c'est du vide. Vous le savez ça aussi, je ne vous apprends rien. Hein, on est fait à 98% de vide. D'accord? Nos atomes, c'est un tout petit noyau minuscule entouré de vide. Les atomes de notre corps, qui constituent les molécules, sont constitués à 98% de vide. Et le plus matériel de notre vide, c'est le niveau physique, donc le premier chakra. C'est pour ça qu'on l'a associé à l'élément Terre. Et Saturne, c'est la planète la plus, comment on peut dire ça, la plus dense de notre système solaire. Jupiter, c'est le deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est l'énergie sexuelle. On l'a associé au feu. Le feu. Ça va, c'est assez... Le troisième chakra, associé à Mars, c'est l'élément eau. Alors vous me dites, vous allez me dire, ben non, c'est le feu, Mars, le guerrier. Mais oui, mais d'habitude c'est inversé. Oui. Qu'est-ce qui est inversé? Dans Le tous les deuxième, livres c'est que je l'eau, cons- et le troisième, le deuxième c'est l'eau, Absolument et le pas. troisième. Mais tous les Alors, livres que j'ai vus, c'est écrit Bah, comme ça. aussi. Oui, mais Bien c'est... sûr. Oui, J'ai bien mais il y a autant de versions que de livres. Le troisième chakra, le plexus solaire, c'est l'émotion, c'est l'eau. Ça ne peut pas être autre chose. Et vous allez voir à quel point c'est juste. Voilà. Hein, après, il y a des bibliothèques entières. Hein, mais ce qui est spécifiquement ayurvédique, le troisième chakra, c'est l'eau. C'est pas le feu. Parfois, vous trouverez le feu ici. Effectivement, parfois. Donc l'eau,
le 4e chakra, c'est Vénus, c'est l'air, on est d'accord? Et le 5e chakra, on passe à autre chose. Pour l'instant, on va s'arrêter à ce niveau-là. Feu, terre, air, eau, ce sont ces 4 éléments que l'on utilise en astrologie pour définir la tempérance, le tempérament d'un signe. D'accord? Tout le monde sait s'il est un signe de feu, un signe d'air ou un signe d'eau. Vous savez. D'accord? Donc ces éléments-là, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ce schéma-là? Vous remarquez quelque chose ou pas? Oui, mais encore. Les planètes sont situées au même endroit. Oui, mais il y a la Lune là qui n'est pas à sa place, la Lune. Hein, c'est le satellite de la Terre. Et les anciens, je reviens toujours aux anciens parce que moi j'ai rien inventé. Hein. Les anciens avaient remarqué, vivaient en harmonie, vivaient en, comment dire, en équilibre avec ce qu'ils appelaient les 2 grands luminaires. La Lune la nuit, le Soleil le jour. Et ces 2 grands luminaires pour eux représenter le principe féminin et le principe masculin. La femme lunaire, l'homme solaire, on le sait. Donc l'homme solaire, on a associé le Soleil à ce qu'il y a de plus divin en nous, hein, le 7e chakra qui nous relie au ciel, et le principe féminin, c'est-à-dire la connexion avec notre âme, le 6e chakra, on l'a associé à la Lune. Puisque les épousailles de la Lune et du Soleil vont provoquer ce qu'on appelle l'illumination. Dans notre cerveau, l'illumination, c'est simplement une réaction chimique entre la glande hypophyse et la glande épiphyse au moment où on médite, lorsque le Bouddha méditait sous son ficus géant et qu'il a eu ce qu'on appelle l'illumination. C'est simplement cette réaction chimique qui se fait dans le cerveau au niveau d'une connexion entre le 6e et le 7e chakra. C'est-à-dire la communion entre le principe féminin et le principe masculin. Mais au niveau spirituel, parce que la communion entre le principe féminin et le principe masculin au niveau terrestre, elle se situe où? Il faut faire bosser un peu là. Eh bien oui, là et là. Si on devait... Enfin, je vais faire un truc totalement inutile, j'allais dire, si on devait mettre le signe masculin et féminin à côté, il y est. Hein, vous voyez bien que ça, c'est ce qui est utilisé par les physiciens ou les chimistes pour définir ce qui est masculin et définir ce qui est féminin. D'accord? On a donc 2 niveaux. On a un niveau physique, ici, et un niveau spirituel, ici. D'accord? Au niveau physique, l'harmonie entre notre yin et notre yang, c'est l'harmonie entre le 3e et le 4e chakra. Entre notre Mars, l'archétype du guerrier en nous, qui se bat, qui est déterminé, qui est courageux, qui peut annexer, faire la guerre à son voisin, d'ailleurs on n'en manque pas, hein. Et Vénus qui est dans l'accueil, la réceptivité, la douceur, etc. Ça c'est notre niveau terrestre. Et ça c'est notre niveau spirituel avec cette union du principe féminin et du principe masculin. Et la charnière entre les deux, qu'est-ce que c'est? C'est le chakra de la gorge, c'est Mercure. Et on a là les 3 principes alchimiques, le mercure, le sel et le soufre, multipliés à nos 4 éléments, ça donne 3 x 4, 12. On a nos 12 ères, nos 12 cycles, nos 12 signes, nos 12 mois, nos 12 apôtres. Le 12, c'est un chiffre qui représente la... Bonjour. J'ai l'impression... C'est quelqu'un qui arrive ou qui était là? D'accord, excusez-moi, je croyais que vous arriviez. Hein? Le 12, c'est la... Multitude. La multitude. Oui, je cherchais vraiment l'idée, l'universalité. C'est la conjonction de notre niveau terrestre et de notre niveau, la multiplication, hein, de notre niveau terrestre et de notre niveau spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est notre niveau spirituel? C'est notre âme. C'est l'âme qui a transité d'une vie à l'autre pour faire des expériences. Et qu'est-ce qu'elle vient faire comme expérience sur Terre, l'âme? Hein? On se demande bien. Apprendre à aimer. Voilà. Marie a donné la réponse. Apprendre à aimer inconditionnellement. C'est la seule fonction de l'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? C'est... Alors, bon, d'abord, je vais vous faire simplement remarquer que
ces 7 couleurs des 7 chakras, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? C'est de la lumière, des fragments. Nous sommes de la lumière corporifiée, densifiée, corporifiée, qui s'incarne dans la matière. Ça, c'est l'involution. Hein? Lorsque quelqu'un, si vous vous êtes déjà fait faire votre thème astrologique, vous voyez que la roue du zodiaque tourne dans ce sens-là. On passe du bélier au taureau, au gémeaux, au cancer, au lion, etc. Ça, c'est l'involution. C'est comment notre âme, dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, a décidé de venir apprendre à aimer plus et mieux, de préférence. Parce que des fois, on aime mal. Alors, dans l'autre sens, les aires, les grandes aires cosmiques, qui déterminent les grands courants religieux, les grands courants de l'humanité, c'est l'évolution de l'humanité entière. On est indissociables les uns des autres. Si moi, de mon côté, j'évolue et que je me sens bien dans ma vie, je pratique du Qigong, tout va bien, je réalise l'unité corps-esprit, mais qu'à côté, mon voisin bat sa femme, je ne peux pas être heureuse, c'est pas possible. Hein? Donc, ces deux grands mouvements doivent à un moment donné s'harmoniser. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Il me reste combien de temps? Bon. C'est bon? Alors on va reprendre ce petit schéma là. Elle est où notre petite terre là? Entre Vénus et Mars. Notre petite terre, c'est-à-dire notre terreau, notre mer, elle est située précisément entre Mars et Vénus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis plusieurs civilisations, puisque nous sommes donc de la lumière involuée dans la matière, l'histoire de l'humanité, c'est involuer, l'humanité a involué dans la matière pour retourner vers la lumière. Et pour retourner vers la lumière, il est indispensable aujourd'hui de faire ce passage de Mars à Vénus. C'est la position de la Terre dans le système solaire. C'est comment elle va faire ce passage à la Terre. Parce que nous, individuellement, on va déjà définir l'amour de Mars et l'amour de Vénus. L'amour de Mars, c'est l'amour émotionnel. Hein. Je t'aime, mais il faudrait quand même que tu me respectes, il faudrait quand même que tu reconnaisses mes valeurs, il faudrait quand même que tu me fasses des bisous de temps en temps, il faudrait quand même que tu me fasses un cadeau pour la fête des mères, il faudrait quand même... Ça, c'est l'amour qui demande en retour. Hein. C'est l'amour émotionnel qui peut tomber, bien entendu, dans la dépendance affective, émotionnelle. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là pour être heureuse. Si tu n'es pas là, je vais être malheureuse. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On culpabilise l'autre, on crée une relation de dépendance. L'amour inconditionnel, c'est j'ai envie que tu sois là. Je désire ton amour. Je t'aime pour toi, pas pour moi, pas pour ce que tu peux m'apporter en retour. Hein, c'est un amour solidaire, c'est un amour où on ouvre les bras. C'est pas par hasard qu'il est là, ce chakra du cœur. Quand on ouvre les bras, on embrasse l'autre, hein, d'ailleurs dans l'expression embrasser. Il y a une autre expression aussi qui est intéressante, c'est être solidaire. Hein, être solidaire de ses frères et sœurs, ça vient du latin solidare, c'est donner le soleil, c'est rayonner cet amour. Et pour rayonner cet amour, il faut pouvoir se nourrir des énergies de la terre, parce que ce que je n'ai pas précisé sur ce schéma, c'est que là, on a l'énergie de la terre qui monte, hein, l'énergie yin. Et là, on a l'énergie du ciel qui descend, c'est l'énergie yang. Et à quel niveau elles peuvent se croiser ces énergies? Bien, précisément au niveau du chakra du cœur. Parce que lorsqu'on ouvre les bras, on a un axe horizontal et on a un axe vertical. Ça représente quoi? La croix. Hein? Et ce symbole de la croix et de la crucifixion et de la souffrance de Jésus-Christ, ça aussi, c'est un truc que le clergé a plaqué sur l'histoire. Parce qu'à l'origine, ce symbole-là, dans d'autres cultures, c'était le symbole de l'harmonie justement entre les énergies du ciel et de la terre et ce qu'on peut redonner aux frères
du côté yang et sœur du côté yin, parce que nous aussi on a deux polarités. Hein, on a le bas et le haut, mais on a la droite et la gauche. On a un cerveau droit et un cerveau gauche. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre l'unité, parce qu'on a deux hémisphères cérébraux. Si on n'en avait qu'un, pas de problème, on serait dans l'unité les uns les autres, il n'y aurait pas de problème avec le voisin qui vient t'agresser parce que tu as garé ta voiture devant chez lui. On pourrait vivre l'unité. Sauf que le créateur ou la nature, peu importe si on est pour la thèse darwinienne ou évolutionniste, on a deux hémisphères cérébraux. Donc on a cette nécessité de chercher cette unité, de la sentir. Et pour la sentir, il n'y a qu'en faisant communiquer ces deux hémisphères cérébraux. Et comment on peut faire alors? Non, pas comme ça. Comment on peut faire pour faire communiquer ces deux hémisphères cérébraux? Par la méditation. Bien sûr, par la méditation. La méditation, mais aussi la relaxation, tout ce qui va développer des états alpha, hein, la relaxation, la méditation, mais aussi tout ce qui est artistique, créatif, la peinture, les arts, la danse, le qigong, tout ce qui permet d'évoluer dans la vie en arrêtant de penser, en arrêtant d'être dans le mental, parce que le mental, il est où le mental? Sylvie, comment on fait pour allumer? Alors, le mental. 2 fois. Je ne vais pas encore montrer ce magnifique schéma. Deux fois? Ah oui, ça vient. Voilà. Vous savez à quoi servent les 7 chakras? Pas. À quoi ils servent? Et à conduire l'énergie dans les organes. Dans les organes, mais aussi, Le système endocrinien. mais aussi, là on est dans le physique encore. Les méridiens. Les méridiens, toujours dans le physique. À Ce corps communiquer dimensionnel avec... entre les corps d'énergie, les corps de lumière et les Voilà, corps de lumière. c'est ça. Hein, on n'a pas qu'un corps. Effectivement, dans notre corps physique, on alimente les organes, les méridiens aussi tendinomusculaires, mais nos différents corps sont alimentés par les différents chakras. Et les différents chakras reçoivent aussi l'énergie des différents plans, comment on peut dire ça, des plans d'existence. C'est-à-dire que notre corps émotionnel, on l'appelle aussi le corps astral, il est nourri par le plan astral. Notre corps mental est nourri par le plan mental. Notre corps atmique est nourri par le plan atmique. Nous sommes un petit microcosme qui vibre en résonance avec le grand macrocosme. Donc notre corps mental, il est là, il est relié au 4e chakra, précisément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ouvrir notre cœur, il faut d'abord commencer par relâcher le mental. Parce que la plupart du temps, le cœur, il s'est verrouillé dès qu'on a commencé à souffrir, c'est-à-dire, allez, 7, 8, 9, 10, 14, 15 ans, quand on a nos premières expériences amoureuses, bah moi j'ai commencé très tôt. Non mais je veux dire, à quel moment on a pu ressentir de la souffrance? Ça peut être très tôt dans l'enfance. À ce moment-là, sauf que très tôt dans l'enfance, ce chakra il n'est pas encore ouvert. Hein, il s'ouvre de 14 à 21 ans, ce chakra, normalement. Donc en général, de 14 à 21 ans, c'est là qu'on commence à avoir nos premières expériences amoureuses. Et c'est là qu'on commence à souffrir. Et c'est là qu'on commence à verrouiller. Et pourquoi on construit un mental puissant? Pour se protéger, pour se rassurer, pour codifier le monde extérieur et mettre chaque situation, chaque événement, chaque personne dans une petite case. Les gentils, les méchants, les beaux, les laids. Et surtout pour organiser le monde extérieur selon un ordre factice pour compenser notre désordre intérieur. Et donc pour recommencer à libérer ce cœur, à l'ouvrir, il faut d'abord commencer par plus avoir peur du monde extérieur, par plus avoir peur de l'autre, et par s'aimer soi-même. Parce qu'il y a aussi un phénomène de dévalorisation, hein, quand tout petit on nous dit t'es nul, tu n'iras jamais nulle part, enfin je sais pas, moi je vois des gens en thérapie émotionnelle qui ont vécu des histoires, mais c'est digne de Victor Hugo, là, comment elle s'appelle, Cosette, voilà. Hein, pour réapprendre à s'aimer, pour réapprendre à aimer l'autre, pour réapprendre à ouvrir notre cœur, il faut commencer par lâcher le mental, lâcher prise.
arrêter de codifier le monde extérieur, arrêter de juger, arrêter de considérer le monde extérieur comme un ennemi, comme un agresseur. Hein. Donc, pour passer du 3e au 4e chakra, nous, on peut, en conscience, changer notre manière de penser, notre manière d'agir et notre parole. Je ris intérieurement parce que ce matin, je me suis fait agresser. Aujourd'hui, on vit une époque où tout ce qui n'est pas purifié, tout ce qui n'est pas raffiné, tout ce qui n'est pas poli, dans nos égos, parce que le 3e chakra, c'est le niveau de l'ego. C'est moi-je. Hein. Le 4e chakra, c'est nous. On peut commencer à penser à l'altermondialisme, à l'humanitaire, à cette notion d'humanité une. Au niveau du 3e chakra, ça c'est à moi. Ça tu ne touches pas, c'est à moi. Hein. Et pour passer d'un niveau à l'autre, ça demande un effort. Ça ne peut pas se faire tout seul. Ça demande un effort. Et cet effort, actuellement, la Terre nous aide à le faire. Parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous le savez, le noyau, d'ailleurs le noyau en fusion de la Terre, vous savez ce que c'est comme élément? C'est du feu, mais au niveau chimique, c'est du fer. Du fer. Le fer, hein, parce qu'on a aussi une correspondance. Là, c'est le plomb. Là, c'est l'étain. Là, c'est le fer. Vous savez, pour l'air, Vénus, c'est le cuivre. Là, c'est évidemment le mercure. Là, la lune, c'est l'argent. Et le soleil, c'est l'or. Et qu'est-ce que nous disent les alchimistes? La pierre philosophale, elle sert à quoi? À transformer le plomb en or. C'est aussi ce que l'évolution nous demande. De passer de ce niveau vibratoire. Ce niveau vibratoire-là, c'est la sécurité. L'instinct de survie. Les surrénales. Ce niveau-là, c'est la reproduction, c'est la sexualité. J'existe si je peux me reproduire. C'est les ovaires. Ce niveau-là, le fer, Mars, l'eau, c'est le pancréas. Et pourquoi on est diabétique? Parce qu'on a besoin de sucre, on a besoin de douceur. C'est pour compenser, là encore, une carence en douceur, parce que la douceur, elle est là. Là, on a le thymus, notre immunité. C'est-à-dire que si on ferme notre cœur, si on est dans la haine, l'agressivité, la violence, le thymus, le pauvre, il ne peut pas s'exprimer. C'est-à-dire que toutes les maladies auto-immunes, toutes les maladies dégénératives, toutes les maladies qui aujourd'hui, comme le sida, mettent l'humanité en danger, c'est parce qu'on n'a pas ouvert notre cœur. C'est parce que ce thymus ne peut pas faire son travail. Hein? Ensuite, c'est la thyroïde, qui elle aussi commence à souffrir avec Fukushima et tout ce qu'on met dans nos assiettes. Hein? La thyroïde, là, elle est vraiment dans un sale état. Ensuite, on a l'hypophyse et ensuite, on a l'épiphyse. Donc, chaque chakra, effectivement, nourrit une glande, nourrit un organe. On ne va pas en parler, ce n'est pas le thème de la conférence, mais il est surtout relié à un corps. Hein? Le 3e chakra, il est relié à notre corps émotionnel, qui est nourri par le monde astral. Et vous savez ce que sont ces images du bas astral qui sont reproduites dans les icônes de la chrétienté? C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est les gens qui se trucident, il y a du sang partout, on découpe son voisin en rondelles. Et l'humanité est coincée à ce niveau-là. 80% de l'humanité est coincée au niveau de l'émotionnel. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu me prends un bout de terrain, je te prends tes vaches. Enfin bon, en gros ici, en plus, c'est un petit peu ce qui se passe, hein, je ne voudrais pas dire. Mais... Donc on a ce travail à faire et aujourd'hui, la Terre nous aide à faire ce travail. Parce que ce noyau en fusion qui est constitué de fer et de nickel, eh bien il est en train de ralentir sa vitesse de rotation. Vous savez ça? Oui. Et qu'est-ce que ça a pour effet que le noyau de la Terre ralentit sa vitesse de rotation? Avant d'inverser les polarités, l'intensité du champ magnétique diminue. D'accord? Qu'est-ce que c'est le champ magnétique? Autour de nous, c'est tout ça. Nous, on a un champ électromagnétique autour de nous. On est de l'électricité
qui vibre à basse fréquence lorsqu'on est dans la matière, mais lorsqu'on est dans l'esprit, on vibre à très haute fréquence. Hein, on est la même chose, esprit, corps, âme, cœur, c'est la même chose. On ne peut pas faire de distinction. C'est simplement une question d'échelle vibratoire. Donc, tous ces corps constituent autour de nous un champ électromagnétique. D'accord? La Terre est là pareil. On est une petite Terre. Hein? Et ce champ électromagnétique diminue d'intensité. Et en diminuant d'intensité, effectivement, à un moment donné, les pôles vont s'inverser. Ça ne veut pas dire que la Terre va basculer sur elle-même. Ça veut dire que l'électricité et le magnétisme qui tourne dans un sens va tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que la Terre va changer de sens de rotation. Et à ce moment-là, les pôles vont s'inverser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était là, ben, ça va se retrouver là. Et ça ne peut se faire que par un phénomène d'augmentation de fréquence vibratoire. C'est-à-dire que la fréquence fondamentale de la Terre, qu'on appelle fréquence Schumann, qui se mesure en Hertz, augmente très rapidement. Et d'après ces cycles de précession des équinoxes qui passent de l'ère du bélier, le feu, les Égyptiens, les Mayas, à l'ère de l'eau, la chrétienté, la compassion, Jésus, à l'ère du Verseau aujourd'hui, eh bien ces cycles-là arrivent à la fin d'un grand cycle. C'est-à-dire que l'ère du Verseau correspond à la fin d'un cycle de 26 000 ans, ou au début d'un autre cycle, effectivement. Mais il se passe quelque chose. Et on a, nous, le devoir, mais j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. De toute façon, la Terre augmente sa fréquence vibratoire. Et lorsque le renversement des pôles magnétiques va se faire, on sera nécessairement sur la fréquence de Vénus. On se rapproche de la fréquence de Vénus. Vous comprenez? Dans le mot Verseau, il y a le mot. Oui. Ça a prêté à confusion, ça. Ça prête à confusion, mais il y a beaucoup de choses qui prêtent à confusion dans l'existence. Attendez, j'ai pas fini. Après, on fera question-réponse, d'accord? Parce que j'ai encore quelque chose à vous montrer. Hein? Ah ben alors, allez-y, si c'est pour rajouter quelque chose, je crois que c'est quelque chose. En fait, le basculement des pôles ne va pas se faire en 2-3 jours, il a déjà commencé. Bah, c'est certainement pour ça. C'est des choses qui se passent très progressivement. Progressivement, tout à fait, tout à fait. Oui, parce que progressivement, la fréquence vibratoire augmente et donc l'inversion des pôles a déjà commencé. Mais ça, de toute façon, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'évolution de la planète Terre. Nous, notre évolution à nous, maintenant je vais vous montrer un petit documentaire que vous connaissez certainement tous. Parce que comment on peut faire pour passer de ce niveau à celui-là? Là on est dans l'eau, là on est dans l'air. L'eau, vous le savez, c'est ce qui constitue 70% de la planète Terre et aussi 70% de notre corps. Même s'il est fait, je disais tout à l'heure, à 98% de vide, les 2% de matière, c'est de l'eau. Enfin, je veux dire, donc, l'eau de notre corps est vecteur d'information. Ça, tout le monde le sait. Hein. C'est le principe de l'homéopathie, c'est le principe de tout ce qui est transmission d'informations dans notre corps. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder nos paroles, nos pensées et nos actes aimants? Puisque c'est bien ça le but. Hein. C'est de passer de l'émotionnel à l'amour inconditionnel, de l'égoïsme à l'altruisme, de la peur à la confiance. Hein, bon, j'ai fait, là, je ne peux pas parler pendant des heures, mais j'ai fait des tableaux avec justement ces deux notions de l'amour du 3e chakra et l'amour du 4e chakra. Qu'est-ce que ça implique comme changement de comportement dans notre vie? Et là, j'ai fait deux tableaux avec l'ère du Verseau et l'ère du Poisson. Hein, donc, pendant l'entracte, puisque je suppose qu'il y aura un entracte, vous pourrez venir aussi regarder un petit peu tout ce que ça signifie. Donc, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est le travail, bien sûr, du professeur Emoto, qui travaille sur l'eau, pour prendre conscience de ce que, justement, l'eau de notre corps a comme pouvoir sur notre vie. Hein, parce que, bien entendu, on nous dit, ben, d'ailleurs, c'est ce que disent toutes les religions, tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain, quand on te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche, mais tout ça, c'est de la théorie. Hein, comment améliorer notre état de vie, notre état de conscience, notre état d'être, notre état d'âme, notre cœur, c'est en passant par le pouvoir de l'eau. On ne peut pas faire autrement, on est de l'eau.
et du vide. Donc on va voir ce tout petit extrait du... Et puis après, il y aura questions-réponses, je crois qu'il y a des boissons, et puis après, je vous proposerai une petite surprise. Petite surprise. Alors attends, faut que je prenne mon petit papier parce que je ne sais pas de l'eau. Il y a du son là? Oui. C'est assez fort ou pas? Tu peux le monter un peu peut-être. Ouais, c'est ça. Oui. Le premier mot que nous avons testé avec toi, c'est plus merci, mon japonais. Je vais vous faire la connaissance de l'instruction qui sera en ligne. À l'inverse, voici ce qui arrive lorsque l'on expose des mots négatifs à l'eau tel qu'idiot dans ce cas. Ou la phrase « Tu me rends malade, je vais te tuer ». De beaux mots se manifestant par de beaux cristaux. En nous apparaissant sous sa forme cristalline, l'eau nous laisse voir le pouvoir caché derrière les mots. Alors ça, c'est pour le pouvoir des mots. Voici notre expérience caractérisant le pouvoir mystique des mots. Théâtre. Maintenant, on va voir ce que la pensée peut provoquer sur l'eau. Grâce à notre site internet, nous avons rassemblé un groupe de volontaires pour nous aider à réaliser cette expérience. 4 groupes de parents et leurs enfants y participèrent. Dans cette expérience, nous utilisâmes 2 flacons d'eau du robinet de Tokyo. Notons que la tendance à ne pas cristalliser. Tous les participants expriment leur gratitude tout d'abord à voix haute, puis en pensée, les yeux fermés au premier flacon. Puis ils observèrent les changements dans l'eau. Merci, eau. Nous t'aimons, eau. Nous prendrons soin de toi, eau. Le chercheur transfère ensuite cette eau dans les boîtes de pétri. Les enfants regardent curieusement.
mélangeait les cristaux d'eau à moins Oui, de 4 degrés. mais je savais, mais Vous vous l'aviez l'aviez pas pas vu, vu, voilà. Ouais, c'est ça qui est intéressant. 3 heures plus tard, l'eau congelée est prête pour l'observation. Commençons par l'eau qui avait été laissée de côté. Comme tellement souvent lors des fois précédentes, nous observâmes une fois de plus une totale absence de beaux cristaux dans l'eau de Tokyo. Certains y arrivaient presque, mais nous n'avons pas réellement vu de vrais cristaux. D'autres étaient franchement laids à regarder. Nous n'avons pas vu un seul cristal. Puis, on examine l'eau qui avait été exposée aux bonnes pensées. Les enfants fixent l'écran avec attention. Qu'est-ce qui arrive à l'eau du robinet lorsque leurs pensées se sont unies? Alors, surgissant de la pénombre du microscope, un petit cristal apparaît et commence à croître lentement. Un grossissement plus fort révèle l'émergence soudaine d'un cristal unique, clair et simple, comme pour incarner la pensée des gens qui s'étaient rassemblés. En réponse aux paroles et pensées des participants, l'eau du robinet de Tokyo produit un magnifique cristal équilibré. Aurais-tu imaginé voir des cristaux comme celui-là? Non, je ne pensais pas. Comment t'es-tu senti quand tu as vu le cristal? C'était fascinant. J'étais un peu sceptique quant au résultat. Que nos pensées puissent affecter l'eau. Mais maintenant que j'ai vu, je sais que c'est vrai. J'ai ressenti que nous étions devenus un et j'ai pu prier pour l'eau. C'était bien. De par la cristallisation, l'eau nous dit qu'elle peut agir comme un miroir pouvant réfléchir nos pensées. L'eau a la capacité de nous montrer ce que nous ne pouvons pas voir. La même eau coule dans notre corps et nourrit toute vie sur Terre. Voilà, on va en rester là. Voilà, donc c'était un petit extrait de ce film magnifique du professeur Emoto pour montrer à quel point c'est important de cultiver des pensées aimantes, si toutefois on y arrive au quotidien. Je sais qu'aujourd'hui c'est pas facile. Je disais moi-même ce matin, je me suis sentie agressée par un voisin pour une raison ou pour une autre. Mais je pense qu'en ce moment tout le monde vit comme ça des expériences difficiles parce que justement cette élévation de la fréquence vibratoire de la Terre n'autorise pas à ce que toutes les ombres, toutes les imperfections qui stagnent autour de nous mais aussi en nous, toutes ces imperfections ne pourront pas traverser. Hein, ce qu'on appelle la transition, c'est le passage justement de cette énergie de Mars à l'énergie de Vénus. Donc c'est tout simplement ce que nous rappellent les Indiens avec la loi du karma. Parole, pensée, action. Hein. Travaillons évidemment sur l'eau de notre corps par la pensée, mais aussi par la parole. Très souvent, on a des paroles qui partent beaucoup plus vite que notre pensée. D'ailleurs, on dit, tournez 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. Pourquoi 7 fois? C'est encore les 7 chakras.
Dans toutes les traditions, on retrouve ce chiffre 7 qui est très symbolique. Donc maintenant, j'ai envie de finir sur quelques images de crop circles, puisque vous savez qu'on n'est pas seul, hein, heureusement, parce que ça pourrait être un petit peu déprimant de se croire seul. La planète Terre elle-même fait ce travail sur elle à travers la production de ces crop circles, qui sont donc des ondes de forme qui permettent d'équilibrer un petit peu l'énergie de la Terre, au même titre que nous, on va prendre un peu d'homéopathie, ou alors on va se faire du bien en faisant, je sais pas, un peu de sport, beaucoup de qigong, et de la méditation. Vous avez vu à quel point la méditation est importante. Eh bien, elle équilibre à sa manière, avec l'aide de plusieurs plans, intraterrestres, extraterrestres, peu importe, moi je ne fais pas de spéculation là-dessus, mais voilà, on va finir là-dessus, si je suis dans les temps. Ça va, oui. Ça va, j'ai pas débordé? C'est bon. Quelques petites images de crop circles. Simplement, l'art maya. Hein, tous ces crop circles apparaissent justement en Angleterre depuis les années 70. Hein, c'est pas pour rien, c'est vraiment cette transition au passage à l'ère du Verseau. Donc là, il y a tous ceux-là qui sont magnifiques. Et celui-là en particulier, hein, qui reprend les cycles, non c'est celui-là, qui reprend les cycles du calendrier maya par division géométrique très précise. Voilà, c'est celui-là en particulier, qui est subdivisé en 13 sections qui représentent à nouveau la notion de temps maya. Et alors, il se trouve, si j'ai encore quelques minutes à partager avec vous, il se trouve que j'ai posé la question à un maître, peu importe où il se situe, sur un plan vibratoire plus élevé que la Terre. J'ai posé la question un jour de savoir, puisque je canalise certaines informations, de savoir comment, physiquement, apparaissaient ces crop circles. Quelle était l'explication physique? Parce que bon, j'ai été, comme peut-être tout le monde, voir des conférences sur ces fameux crop circles. On a notamment rencontré une femme qui les étudie depuis 30 ans. Donc les coudes des blés sont à peine comment dire, pliés, ils ne sont pas du tout abîmés. Il y a des petites émanations de chaleur, des petites incisions au niveau des coudes. La chaleur a été intensifiée, la boussole ne réagit plus à l'intérieur du crop. Enfin, il y a plein de phénomènes physiques inexpliqués, bien sûr. Et j'ai reçu comme information que c'était donc le peuple d'Agartha. Donc je partage ça avec vous, c'est la première fois que je le dis en public, puisque je communique aussi avec le peuple d'Agartha, qui, à partir d'un chant très précis, d'une fréquence sonore, provoque des petites secousses au niveau de la croûte terrestre qui réorganisent ces blés de manière à former ces ondes de forme. Et j'ai cherché à comprendre comment ça fonctionnait, et je suis tombée, je ne crois pas au hasard non plus, hein, madame, je suis tombée sur un film d'un scientifique autrichien qui étudiait la forme des carapaces de tortue. Et pour étudier la forme des carapaces de tortue, ce monsieur se demandait pourquoi elles avaient cette forme-là, et il a fait des expériences pour reprendre des expériences qui dataient du XVIIe siècle d'un Autrichien qui s'appelait Knaldi. Il a créé, inventé une plaque vibrante sur laquelle il met du sable. Et il a branché cette plaque vibrante sur un appareil fréquentiel qui produit du son. Et en modifiant la fréquence sonore de cette plaque vibrante, on voit le sable se réorganiser et former comme des mandalas. Et donc ce monsieur Lauterwasser explique que la forme physique de la tortue, du zèbre, du guépard est la représentation très précise de la fréquence vibratoire de l'animal. Donc nous sommes, nous aussi, la représentation très précise de notre fréquence vibratoire. Vous savez qu'on peut s'éthériser. Plus on va élever notre fréquence vibratoire, plus notre corps va s'éthériser, notre matière va changer de tonalité vibratoire aussi. Au même titre que de l'eau peut être solide, vapeur ou liquide. Hein, c'est le principe de l'alchimie. Chaque corps
peut être, comment dire, selon que l'agencement des molécules, chaque corps peut prendre une apparence ou une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'augmentation de fréquence vibratoire de la Terre, on nous demande, la vie nous demande, le cosmos nous demande de changer d'état, hein, de passer de la matière à l'esprit, de plus en plus. Et je voudrais vous montrer juste ce petit extrait justement de cette plaque vibrante où on voit ces grains de sable se réorganiser en fonction de la fréquence vibratoire. C'est exactement ce qui est en train de se passer en nous aujourd'hui et c'est ce qu'il faut de notre mieux accompagner avec notre cœur. Hein. Et j'en conclurai là-dessus. Alors là, par contre, il faut que je mette le CD. Vous allez voir, c'est magique. Et c'est ce que notre ADN également est en train de faire, de passer du carbone à la silice. Vous le savez ça aussi. Vous savez tout alors, hein? Non. Vous ne saviez pas? Non. Alors, par contre, je ne suis pas très experte comme tonton, parce que là c'est un DVD, normalement il peut se mettre en marche tout seul. J'espère que ça va marcher. Donc après il y aura apparemment une pause goûter, hein, Oui, et puis après je vous proposerai une petite expérience collective si vous souhaitez expérimenter votre ouverture de cœur. Ça doit être ça, Alors, est-ce que je peux avancer? Non, j'étais plus loin. L'épaisseur de la couche d'eau est parfaitement horizontale, Voilà. ce qui peut être réglé avec un niveau à bulle. Et lorsque tout est prêt, on la saupoudre uniformément de sable tamisé très fin. Ici du sable de Heiligenberg, c'est celui qui marche le mieux. Pour pouvoir illustrer et enregistrer l'expérience, on la filme avec une caméra vidéo. Lorsque tout est prêt, je mets en route le générateur de fréquences, en commençant par une fréquence relativement basse. Les figures sonores de clavier nous montrent les choses suivantes. Là où nous voyons des surfaces noires, la vibration de la plaque est si forte que le sable y est balayé. La surface est déformée, un peu comme une tôle ondulée, et les lignes claires, comme nous l'enseignent les physiciens, sont des zones de maillage où règne quasiment le calme et où le sable peut se concentrer et rester. La loi régissant ce phénomène est très fortement liée à la fréquence propre de la plaque. À l'instar des poils dont chacune a sa propre sonorité, de la même façon, chaque plaque a sa propre vibration. Les tons bas donnent peu de structures étendues, plus les fréquences montent hautes, plus les formes sont complexes, comme nous pouvons le constater ici très nettement, étape par étape. Il y a aussi un phénomène très intéressant lorsque l'on soumet une plaque à une fréquence allant de 200 à 20 000 Hz. Il se forme avec certains sons des structures très particulières, très nettes, jusqu'à 200 différentes dans cette plage de fréquences, et nous trouvons certaines lois bien particulières, en l'occurrence la répétition de formes et de motifs. Ces formes sont très facilement reproductibles sur les corps solides si on emploie les mêmes matériaux, les mêmes épaisseurs, les mêmes vernis dans un environnement où le climat est identique à plus ou moins 5 degrés. On obtient, à des variations minimes près, les mêmes images aux mêmes fréquences. Partant des questions relatives à la surface de la carapace de tortue, j'ai commencé à découper des plaques métalliques elliptiques et à les soumettre à des fréquences. Ce fut pour moi une surprise de constater que les éléments de base formant la structure de la carapace de tortue apparaissaient à certaines fréquences bien précises sur ces plaques elliptiques en vibration. Nous obtenons de façon très nette une couronne de 24 champs périphériques.
Nous avons une articulation intérieure très marquée, ainsi qu'une structure correspondant à la colonne vertébrale de la tortue. Mais ce qui fut surprenant pour moi, ce fut l'exacte ressemblance avec les formes de base de la nature, telles qu'elles apparaissent ici sous forme de vibration. La forme d'un animal, son aspect extérieur, est une propriété fondamentale du vivant, de telle sorte que l'on devrait plutôt voir et comprendre son apparence comme une composition. Le docteur Yeni a dit, de belle façon, que l'animal est une réflexion qui, par son aspect extérieur, nous montre quelque chose du monde intérieur. Voilà, après il y a plein d'autres... Voilà, je vais finir là-dessus. Pendant le petit goûter, là, je vais laisser tourner le... Parce qu'après il y a de magnifiques mandalas. Et je voudrais juste finir, donc, avant de vous proposer un exercice pratique, sur un grand merci pour m'avoir écouté. Hein, donc vous voyez à quel point notre structure même est le reflet de ce qu'on pense, ce qu'on est au niveau vibratoire. Et donc c'est vraiment notre responsabilité d'élever notre fréquence et puis surtout de s'harmoniser avec... on fera une question-réponse. Je ne sais pas s'il y avait quelques personnes qui sont là, qui étaient l'autre soir à la conférence, enfin c'était pas une conférence, à l'intervention du Colombien qui a parlé de l'eau. Mais c'était une interpellation très forte, ça se passait à Rennes-le-Château, c'était une interpellation très forte par rapport à l'eau, en rappelant, bien sûr, il a travaillé avec Monto, donc il a rappelé tout ce que vous venez de dire. Mais particulièrement, il nous a interpellés sur l'importance de la reconnaissance de l'eau pour nous-mêmes, mais surtout pour l'eau extérieure. Bien sûr, c'est lié. Mais c'était très très fort et surtout ce qu'il a dit, c'est qu'on attend toujours des États ou des autres, en général, la responsabilité de cette chose-là, et il nous a ramené à la responsabilité de chacun. Bien sûr, bien sûr. C'était très intéressant et oui, ça vient tout à propos de ce que vous dites. D'accord, alors je pense que merci. C'est l'heure de... Merci. Merci de votre attention. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, si